Moi je crois que c'est la plus grosse erreur qu'on fait, nous, les écolos. C'est justement que peut-être on est trop manichéens. Mais eux aussi, enfin tu vois, il y a des camps et en fait ça ne marche pas comme ça. On n'est pas dans Disney, il n'y a pas le bien et le mal. Aujourd'hui quand tu fais le constat, ça va pas très bien en termes de santé mentale, en termes de santé tout court, hein, l'espérance de vie baisse, par exemple aux États-Unis, le sang c'est une catastrophe. En fait que tu sois dans un quartier où tu n'as pas beaucoup d'argent, on va t'essayer de te faire acheter des sapes Gucci parce que c'est stylé, ça va te permettre d'exister socialement et ça va te cramer la moitié de ton budget. Mais quand tu es milliardaire, faut pas croire que tu es sorti du truc. On va te vendre un yacht en te disant bah toi tu es le seul qui n'a pas de yacht, tu es un tocard, tous les autres ils ont un yacht et ça va te cramer la moitié de ton budget. Tu as des entreprises qui sont souvent les plus prédatrices, qui s'affranchissent des droits sociaux et environnementaux. Et ces entreprises-là, c'est celles qui font le plus de pognon, évidemment, puisqu'elles ne payent pas pour payer les gens décemment, pour ne pas polluer la rivière, etc. Et comme elles font le plus de pognon, elles dépensent des milliers en publicité, des milliards en neuromarketing, on en parlait, donc elles deviennent hégémoniques, ça devient les plus grosses, elles explosent tous les petits concurrents qui eux essayent de faire les choses bien, mais du coup ils font jamais autant d'argent qu'elles. Et comme elles deviennent hégémoniques et qu'elles dépensent des quantités faramineuses d'argent dans le neuromarketing qui est extrêmement puissant pour nous amener à penser qu'on a certains besoins alors qu'en fait on n'a jamais eu ces besoins, c'est un truc qu'on a construit dans notre tête, et ben on se retrouve à avoir des codes culturels, des codes sociétaux dominants. Mais en fait c'est ces marques-là qui créent ce que nous on valide, ce qu'on trouve stylé, tu vois. Et donc c'est juste pour ça que c'est très difficile de se dire vous êtes marrants les gars, mais moi j'ai quand même cet idéal-là de réussite. Mais en fait c'est une construction, cet idéal de la réussite. Merci infiniment à vous les tipeurs. Si Limite existe et tout ce travail qu'on arrive à abattre, c'est intégralement grâce à vos dons. Et toute aide, quel que soit le montant, est bien entendu la bienvenue. Merci encore à vous, vous êtes littéralement ce que je peux appeler la résistance. Bienvenue à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être Limite for the Planet. Aïe aïe aïe, on a Arthur Aubeuf qui est avec nous. Salut Arthur. Salut Vince, merci pour l'invite. Merci à toi d'être là, on va parler de plein de choses, j'ai plein de questions à te poser. Vous de votre côté aussi, même si les commentaires que vous allez mettre en dessous de cette vidéo ne vont pas servir de questions puisqu'on ne sera pas là en direct pour y répondre, peut-être qu'un jour ça viendra sur la chaîne. On est là en tout cas pour vous lire, quoi qu'il arrive, de donner votre opinion, comment vous le sentez et surtout, comment allez-vous? C'est une question qui est importante par les temps qui courent. Nous parlons sur cette chaîne de limites planétaires, d'épuisement des ressources, de limites humaines. On est là pour essayer de mieux comprendre le bordel géopolitique dans lequel on est. Quelles sont les solutions aussi face à l'apocalypse, la révélation, attention, chapitre 18, 13, je ne sais plus très bien quoi. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'avec Arthur, qui est un homme de solutions, on va essayer d'un petit peu creuser tout ça pour de l'espoir notamment. Abonnez-vous, likez, commentez, vous savez comment ça se passe et on démarre tout de suite avec une première question. Qu'est-ce que c'est que ce bordel que vous avez changé de nom les gars? C'est vrai. Est-ce que c'est une question d'ego? Alors non, c'est pas du tout une question d'ego. Non, de la part de ceux qui vous sont forcés à changer de nom. Alors, peut-être, mais c'est plutôt une question d'extorcation de fonds. Ah, c'était ça. En fait, on a été attaqué par un mec qui a une petite société orléanaise qui fait 20 000 € de chiffre d'affaires sur l'année et à l'époque, il nous a attaqué au tout début, au lancement, enfin ça faisait 6 mois qu'on existait, et il nous a réclamé 2 millions d'euros de dommages et intérêts. Il avait nommé son truc Time to Planet. Voilà. Oh. Tu vois, c'est un peu… Oh. Donc je sais pas quel apéro il avait pris pour l'appeler Time to Planet parce que celles et ceux qui parlent bien anglais verront, ça n'a aucun sens. Time to Planet, c'est trop chelou. Et donc voilà, ce monsieur nous a attaqué, mais au final il nous a fait un beau cadeau parce que bon, ça a duré longtemps. Il a essayé de passer par les portes, les fenêtres de tous les tribunaux et il est tombé sur un tribunal qui a dit bon, les 2 millions d'euros, je pense qu'on va abandonner. Par contre, Time for the Planet, bah voilà, faites un effort, voilà, renommez-vous. Et en fait, nous, on avait entre-temps développé suffisamment le mouvement pour se rendre compte que bah justement, la force du truc, c'est le mouvement. Et donc, c'est le fait qu'il y ait des humains en grand nombre qui a le plus d'impact et qui nous permet d'avoir la plus grande amplitude d'action. Donc, on s'est dit, bah, Team for the Planet, c'est parfait. Ça nous fait une belle transition vers ce qu'on découvre au fur et à mesure. Et puis, au fond, tu vois, les gens ne sont pas trop restés là-dessus. Tout le monde s'en tape un peu, donc voilà, ça va. Ouais, puis non, c'est bon, Team for the Planet, il est dans la tête, de toute façon. Mais parfois, je me dis, oh, gars, tu portes plainte contre des gens qui sont en train d'essayer de se débrouiller pour sauver ton avenir. Ah, ça, c'est vrai. Ça, tu vois, et c'est pour ça que je parlais d'ego un peu. Bah, t'as raison, ouais, il y a peut-être quelque chose de ça, mais en tout cas, malheureusement, la cupidité n'est pas encore tout à fait sortie des cerveaux humains. Et il y en a pas mal qui, même dans la cause, après je suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui était très impliqué dans la cause, sont toujours là pour voir s'il n'y a pas des sous-sous à récupérer. Et c'est aussi ce qui fait tourner le monde souvent à l'envers. Donc c'est des sujets qu'il va falloir continuer d'essayer de combattre, hein, mine de rien. C'est quoi ton avis sur le monde en ce moment? Quand on regarde un petit peu l'actualité, nous tournons ici à partir de l'Académie du Climat à Paris. Nous sommes en octobre 2024. Je ne sais pas quand la vidéo sera diffusée. C'est quoi ton ressenti général?
Mon ressenti, c'est qu'on a besoin d'espoir. Mon ressenti, c'est que en réalité, je pense que le meilleur est à venir pour de vrai. C'est vrai, tu penses vraiment ça? Oui, je suis convaincu très sincèrement, parce que je pense que le vrai bonheur dont on a tous besoin, parce que je crois que c'est ça mon ressenti du moment, c'est qu'on a tous fondamentalement besoin de bonheur, est compatible avec les limites planétaires, contrairement à la machine commerciale du plaisir dans laquelle on est tous engrainés et qui nous perturbe. En fait, aujourd'hui, quand tu fais le constat, ça va pas très bien en termes de santé mentale, en termes de santé tout court. Hein, l'espérance de vie baisse, par exemple aux États-Unis. Tu vois, c'est la première fois de l'histoire. Le sens, c'est une catastrophe. Le sens au travail. Enfin, on voit plein d'indicateurs qui vont pas bien. Mais c'est bien parce qu'en fait, ces indicateurs qui ne vont pas bien sont liés au monde d'hier. Et donc, moi, ce que je vois tous les jours, c'est que le monde de demain, lui, est de plus en plus désirable et de plus en plus intéressant parce que là où on nous promettait justement ce monde du toujours plus dans lequel on est tous baignés, auquel on est tous endoctrinés, ne tient pas ces promesses de bonheur et on est en train de se prendre ce mur-là avant le mur écologique, le mur du bonheur. Moi, je vois de plus en plus de gens qui disent mais en fait, c'est pas possible de traverser cette vie et d'être là complètement paumé, malheureux, alors que on n'arrête pas de nous promettre en permanence justement que ça va aller mieux, qu'on sera mieux parce que on va être dans ce monde du plaisir, de la consommation où on est tous finalement des agents économiques destinés à produire et consommer pour faire du PIB. Bon, on voit que ça ne marche pas, on est malheureux avec ça. Et à l'inverse, le monde de demain qui lui s'appuie sur des choses très simples, en fait, a vraiment de quoi nous rendre plus heureux. Et donc moi, je suis assez convaincu que, en fait, le sujet, c'est pas d'essayer d'être écolo, c'est d'essayer d'être heureux. Parce que si on est heureux, fondamentalement, en s'appuyant sur les bases chimiques d'ailleurs, parce qu'il y a une différence, le plaisir qu'on nous vend en permanence, c'est lié à la dopamine. Moi, j'ai travaillé avant, et tu connais ça aussi, de par ton métier d'avant. La dopamine, il faut tout le temps augmenter les doses. C'est des mécaniques addictives chimiquement. D'ailleurs, tu vois, par exemple, les réseaux sociaux nous rendent accros grâce à des sécrétions de dopamine. Il y a des addictologues qui travaillent pour les réseaux sociaux. Et ces gens-là, leur métier, c'est de faire en sorte qu'on soit addict. Ça rend très malheureux d'être accro. Et à l'inverse, le bonheur, c'est lié à la sérotonine, qui est une hormone différente et qui est sur la partie contentement. C'est un état durable, profond, qui fait moins des grandes montagnes russes, des shoots de plaisir, mais par contre où tu arrives à des niveaux qui tiennent sur la durée, où tu te sens profondément bien, aligné. Et c'est lié au contentement, c'est lié à des choses simples. Et donc, ce qui est formidable, c'est que quand tu regardes vers quoi on est obligé d'aller, c'est un monde qui nous apportera beaucoup plus de bonheur profond, beaucoup plus de stabilité. Maintenant, on est dans l'entre-deux, c'est ça qui est compliqué. On a un peu tous un pied dans le vieux monde et un pied dans le nouveau monde. Certains, on doit avoir mal aux ischio-jambiers parce que le grand écart est important. Mais moi, je suis confiant sur le fait qu'on est obligé d'aller vers un monde qui est meilleur. Et je suis assez convaincu que si on travaille à chercher notre vrai bonheur, à sortir de cette roue du hamster, de l'agent économique qui doit tous les jours taffer pour aller faire du PIB et qui ne sait pas pourquoi, on va non seulement être plus heureux, mais surtout, en fait, on va être beaucoup plus compatible en tant que civilisation avec les limites planétaires et on n'aura même peut-être plus à se poser la question de l'écologie parce que ça sera un co-bénéfice de notre bonheur réel. Donc voilà, moi je crois qu'on rentre dans un nouveau projet de société à l'échelle du siècle. On passe du projet de société extractiviste où on est des exploitants du monde qui essayons de travailler à faire du toujours plus à partir de ça, dans la consommation, dans la possession. Et là, on passe vers un projet de société lié au bonheur, selon moi, profondément. C'est pas un bruit qui est clair pour l'instant, mais je sens que tout converge vers ça en fait. Et ce projet-là, pour moi, c'est un projet qui fait de nous des gardiens, tu vois, de la Terre, et c'est un projet beaucoup plus excitant. Donc moi, en vrai, j'ai envie de vieillir dans ce monde-là, et j'ai envie de vieillir dans le monde vers lequel on est de toute façon obligé d'aller. Maintenant, j'espère que les baffes qui nous permettront d'y aller et qui nous feront de plus en plus réaliser ça seront pas trop violentes et qu'on arrivera par de la pédagogie et par le très bon travail que tu fais notamment à justement se dire, en fait, ce monde-là, il faut qu'on y aille avant de prendre des baffes, ça sera quand même plus sympa, quoi. C'est intéressant ce que tu me dis là, parce que quand tu vois ces notions de dopamine et de sérotonine qui sont vraies, qui sont démontrées par les neurosciences, toi, j'ai l'impression que tu en parles au-delà de l'aspect de la recherche, tu en parles en tant que personne qui le vit, Oui, qui l'a vécu. Est-ce que, avant d'être l'un des cofondateurs de Team for the Planet et d'expliquer, on va expliquer en long et en large ce que c'est, et même déjà en description, vous avez des liens qui vous permettent d'être acteur dans Team for the Planet, on vous expliquera tout après. Je voudrais savoir de quel monde tu viens initialement. Ouais, merci de me poser la question, je pense qu'on a ça en commun. Alors moi, initialement, je viens d'un monde très particulier parce que j'ai grandi dans un petit village au milieu des montagnes dans le Haut-Bugey. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est dans le Jura, le massif du Jura. Donc vraiment un village, il y avait 200 âmes et il y avait 300 ânes pour de vrai. C'est beau ça, 200 âmes et 300 ânes. Ouais, on fait un peu de poésie chez moi. Et c'est un village où en fait, tu avais deux options à la naissance.
faire du ski de fond ou mourir. Et donc, la plupart des habitants ont choisi de faire du ski de fond. J'ai fait beaucoup de sport et c'était une vision du monde et de la réussite, mais je l'appelais pas réussite à l'époque, j'en avais pas conscience, extrêmement saine et simple. Tu vois, moi, pas de panneau de pub, pas du tout ces mécaniques d'hyperconsommation. Toute ma jeunesse, ça a été là-dedans. Et puis après, je suis allé en fac de sport parce que je savais pas quoi foutre de ma vie et que j'aimais le sport. Et là, j'avais beaucoup de temps, j'avais 6 mois de vacances par an en fac de sport. Donc voilà, si vous savez pas quoi faire, allez voir du côté de la fac de sport, très bonne idée. Et je me suis retrouvé à créer des communautés en ligne sur les réseaux sociaux. Un peu par hasard, parce que j'aimais bien bidouiller, lancer des projets. Certaines communautés ont très bien fonctionné. Je me suis retrouvé avec plusieurs centaines de milliers d'abonnés dans l'humour, dans la musique, puis plusieurs millions, jusqu'à 12 millions sur plein de verticales différentes. On en parlait tout à l'heure dans la musique rap par exemple ou dans le divertissement, enfin voilà. Et je me suis donc retrouvé un peu à être entrepreneur, mais moi j'avais pas du tout prévu. Je voulais être paysagiste, tu vois, à la base. Mon délire c'était de creuser des mares dans le jardin de mes parents et de regarder la biodiversité. Et donc là je me retrouve un peu dans la Startup Nation, happé là-dedans sans maîtriser rien. Je commence à créer des médias qui rapportent un peu d'argent parce que forcément quand tu as de la publicité qui tourne et on va dire que je me retrouve dans une vie où tout à coup tout ça prend vachement d'ampleur, où on me tend les bras pour des très grosses rémunérations. J'ai géré l'Europe pour un réseau social américain qui était concurrent de TikTok à l'époque et où ça s'est emballé, on a levé 300 millions d'euros, on est passé de 3 personnes à 400. Mon métier c'était d'emmener des très grosses stars européennes, faire des featuring avec des très grosses stars américaines dans des très belles villas, sur des yachts, enfin voilà. Donc en gros, j'ai comparé deux versions de la réussite et ce qui est assez fou, c'est qu'en ayant poussé cette version de la réussite qu'on nous vend partout sur Instagram, sur les réseaux sociaux, qui est très à base de comparaison, il faut toujours être plus, il faut avoir plus, il faut être riche, il faut avoir des voitures de sport, etc. En ayant cette grande vie qui me tendait les bras, moi j'ai creusé le truc, je suis allé voir à fond parce que un peu comme tout le monde, tu te laisses attirer, tu te dis tiens peut-être que c'est cool, surtout on a toujours dit que c'était cool. Hein, donc. Ouais, on m'a toujours dit c'est ça la réussite, c'est ça le succès et c'est ça le bonheur. Soft power américain. Exactement. Sauf qu'au bout du tunnel, parce que je suis allé assez loin dans le truc, je voyais pas beaucoup de gens heureux, je voyais pas beaucoup de gens qui avaient les yeux qui brillaient, comme mes grands-parents par exemple, qui eux, dans leur village, tu vois… Tu voyais des gens drogués ? Ah ouais, je voyais des gens drogués très souvent, mais je voyais surtout des gens qui étaient idolâtrés et qui étaient fondamentalement tristes, voire en détresse. Il n'y avait pas que ça, tu vois, il y a aussi des gens qui étaient heureux, mais de manière générale, cette course au toujours plus, moi encore aujourd'hui, tu vois, il m'arrive de côtoyer des milliardaires ou des gens que je vais voir pour Team for the Planet, et les mecs me disent, mais tu sais, moi je suis qu'un petit milliardaire, j'ai des copains, ils ont beaucoup plus de milliards que moi, mais t'es milliardaire mec. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que cette espèce de roue du hamster du toujours plus, en fait, tu penses que l'argent te permet d'en sortir, mais c'est faux, l'argent te fait juste acheter une roue plus grande. Et en fait, tu ne fais que passer d'une roue à l'autre et tu es toujours dans ce même truc. Et à un moment, je me suis dit, en fait, ça ne me rend pas heureux. Je côtoie des gens qui sont pas heureux non plus. Tout le monde se compare et ça rend les gens dépressifs et tristes. On n'est que dans le « est-ce que je suis mieux ? Est-ce que je suis assez ?» Et en fait, c'est épuisant. Et tout à coup, mon enfance et la simplicité de mon enfance m'ont semblé être une incroyable réussite. Alors que j'avais jamais vécu ça, tu vois, je m'étais jamais dit ça. Et donc tout d'un coup, j'ai comparé deux visions de la réussite et du succès diamétralement opposées. Et j'ai réalisé qu'en fait, il fallait que je sois vraiment heureux parce que c'était l'urgence d'être heureux à ce moment-là. Ça faisait des années que j'étais là-dedans et ça me pressurisait, ça n'arrêtait jamais. Mais j'avais 15 millions d'euros d'actions du truc. Enfin, tu vois, j'avais vendu une boîte aussi, une de mes boîtes dans les médias avant. J'avais touché quelques centaines de milliers d'euros. Donc, j'avais un peu touché à ce que c'est la grande vie. Et en fait, je me suis dit, je ne veux pas rester dans la roue du hamster. C'est bon, j'ai assez mis le pied là-dedans. Maintenant, c'est quoi vraiment mes vrais besoins? Qu'est-ce qui me rend sincèrement heureux? Sincèrement, pas le truc où je donne l'impression d'être heureux, mais le truc où vraiment je suis heureux. Et en fait, là, tout à coup, je me suis rendu compte que pour moi, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais c'était des choses basiques. C'était passer du temps avec les gens que j'aime, être souvent dans la nature, dans un environnement calme, où je me sens bien, où je peux m'émerveiller au quotidien, où je peux réapprendre le bonheur. Parce que ça, c'est un constat que j'ai fait aussi. Quand tu es petit, quand tu es enfant, le bonheur, il est inné. Tu vois une fourmi, tu es content, tu vois. Ouais. Et par contre, quand tu grandis, on te fait désapprendre le bonheur. Après, on ne sait plus être heureux, alors que le bonheur, il est tout le temps là. Ça, c'est un truc que j'ai réalisé. Il est tout le temps là. En fait, c'est à nous d'aller l'attraper, tu vois. Et le truc, c'est qu'on ne nous apprend pas à l'attraper. On nous apprend des trucs qui finalement nous font croire qu'on va l'attraper, mais à chaque fois, le bonheur est encore plus haut et on n'y va pas. Et en fait, réapprendre à attraper le bonheur, ça passe notamment par des choses très simples comme l'émerveillement, pas regarder sa montre, prendre son temps, être avec des gens qui ont les yeux qui brillent, qui sont heureux, des gens qui sont intéressants. Et en fait, ça, moi, je ne le trouvais pas dans cette espèce de business life, fast life, tout ce que tu veux, de l'entrepreneuriat un peu débridé. Et en fait, j'ai droppé de ça, quoi. Et
Team for the Planet est arrivé. Ouais. Alors là, ça c'est vraiment à 180 degrés. J'adore, la genèse de Limite aussi. Moi, je trouve ça très intéressant parce que le fait d'avoir été voir cette life, la fast life. Complètement. Moi, j'étais même très fier de dire ouais, YOLO, fast life. C'est des termes en anglais, ne nous en tenez pas autant rigueur. C'est dans la mesure où, voilà, Get Rich or Die Trying, quoi, l'album de 50 Cent, pour moi, il a résonné dans ma tête comme une vision de la vie. C'est chope l'argent et fais tout. Et si jamais tu n'y arrives pas, bah, quitte à en mourir, donne tout pour y arriver, quoi. Mais en fait, c'est Get Happy or Die Trying. C'est ça, mais vraiment. Et en fait, c'est une, voilà, de World is Yours, Scarface, c'est tout des concepts. C'est une culture. C'est une culture très américaine, qui c'est voilà, une culture du capitalisme, une culture d'un système économique qui nous pousse tous à être plus loin. Et c'est intéressant quand tu parles d'une roue plus grande. Bah oui, quand tu passes d'une roue plus petite à une roue plus grande, il faut entretenir cette roue plus grande. Donc ça te coûte autant d'argent, donc tu vas en avoir un peu plus. En proportion, c'est les mêmes dépenses. Et on tombe dans un cercle vicieux, un piège sans fin, littéralement un labyrinthe, un vortex, et vous n'en sortez plus, une sorte de trou noir en quelque sorte, à moins d'avoir suffisamment de rencontrer des Satish Kumar, enfin je donne des Dalai Lama, des gens qui vont vous voilà, vous amener à vous éveiller en quelque sorte et encore. Mais c'est intéressant ce que tu dis là parce que tu as précisé quelque chose. Allez voir ce qu'il y a là-bas. Moi, tu vois, quand je parle avec mes frangins, mes cousins du Sénégal, quand je parle avec beaucoup avec les jeunes des quartiers et tout, c'est un peu comme toi, hein. Je suis le gars qui a été voir et je reviens en disant, les gars, c'est pas ça le bonheur. Tombez pas là-dedans. Mais ils me disent, ouais, mais tant que nous, on n'en a pas fait l'expérience, comment est-ce qu'on peut savoir? Alors moi, je sais toujours une expérience très énergivore, mais qui est géniale. C'est une société belge qui fait ça, enfin une ONG belge, dont j'ai oublié le nom, Une Étoile, un Destin, qui prend des jeunes issus de quartiers défavorisés, qui, pour certains, veulent avoir la good life, la vida loca, comme on dit, ou la vida loca, pardon. Aller à Dubaï, voir ce que Benzema leur a montré sur les réseaux, etc. Vivre cette life, et ben c'est ce que cette association elle fait. Elle les amène là-bas, vivent leur good life en mode hop, on passe par la piscine, tout le truc, et après on les prend, on les amène au fin fond du Sénégal, du Burkina Faso, du Mali, où ils vivent chez des habitants, et où là c'est feu de camp, on cultive la nourriture, une semaine d'un côté, une semaine de l'autre. Tout le monde ressort de là en mode j'ai été plus heureux au Burkina Faso, j'ai été plus heureux, et ils comprennent que tout le reste n'est qu'un simulacre du bonheur. Oui. Même pas un simulacre, une simulation erronée du bonheur. Bah, une construction, parce que ça fait vendre. C'est ça. Pas le bonheur, c'est le plaisir beaucoup. Mais oui, le plaisir, exactement. Et après, ils reviennent tous, mais transformés. Réintégration sociale, réintégration scolaire, il n'y a plus de décrochage, c'est fini. Ils se rendent compte de la valeur des choses. Mais c'est énergivore. Si tu dois prendre l'avion avec tous des jeunes qui doivent comprendre dans tel truc. Si ça fait un déclic suffisant, c'est intéressant. C'est intéressant, effectivement. Et ça raconte beaucoup des mots de notre planète et de notre monde. Et toi, dans ce 180 degrés, tu as permis aussi à des gens, éventuellement, de se dire, tiens, moi, je peux être acteur du changement. On peut tous l'être, hein, d'une certaine façon, mais toi, c'est particulier. Team for the Planet, vous investissez dans des projets de demain. Ouais. Mais explique-nous un petit peu comment ça fonctionne et qu'est-ce que vous avez comme projets qui ont réussi à se lancer et tout ça. Bah, je vais juste rebondir sur ce que tu disais juste avant sur les jeunes et tout parce que ça va nous faire le lien avec Team for the Planet. Déjà, bon, t'aimes bien le rap et moi aussi, mais tu vois par exemple, ce que tu dis est résumé par Orelsan très simplement quand il dit tu sais ce que veulent les riches, en gros tout ce qu'ils peuvent pas avoir, tu peux pas le croire avant d'être riche. Bah, en fait c'est exactement, le mec a résumé tout ce qu'on se dit là en quelques secondes et c'est vrai que c'est pas évident quand t'es pas riche. Donc merci d'avoir précisé parce que on peut vite se dire bah les gars vous êtes marrants, vous avez réussi entre guillemets, maintenant vous pouvez prendre du recul. Mais en fait on n'a jamais vraiment réussi, c'est ça le truc. Et j'adore Jim Carrey qui disait quand il a dit en fait je vais m'en arrêter là, je veux plus être dans ce business froid et tout, il avait fait une déclaration sur un plateau télé américain et la présentatrice m'a dit mais pourquoi en fait, pourquoi vous continuez pas? Et il avait répondu un truc trop ouf, il avait dit I've done enough, I have enough, I am enough. Wow. Punchline. Et du coup, c'était un peu l'incarnation de ce qu'on se dit. Alors juste pour expliquer pourquoi, et tu as raison, en fait on est tous un peu les esclaves de ce truc qui nous vend toujours en proportion de ce qu'on a comme moyen. Parce que, en fait, que tu sois dans un quartier où tu n'as pas beaucoup d'argent, on va t'essayer de te faire acheter des sapes Gucci parce que c'est stylé, ça va te permettre d'exister socialement et ça va te cramer la moitié de ton budget. Mais quand tu es milliardaire, il ne faut pas croire que tu es sorti du truc. On va te vendre un yacht en te disant bah, toi tu es le seul qui n'a pas de yacht, tu es un tocard, tous les autres ils ont un yacht et ça va te cramer la moitié de ton budget. Donc tu restes le même hamster dans la roue et le même esclave et c'est ça qui est compliqué, tu vois. Et donc pourquoi j'en viens à Team for the Planet? Parce que nous, le constat qu'on a fait aussi, et c'est très difficile, c'est que
En gros, aujourd'hui, si je dépeins rapidement la situation mondiale, tu as des entreprises qui sont souvent les plus prédatrices, qui s'affranchissent des droits sociaux et environnementaux, donc qui font un peu n'importe quoi, qui rejettent des merdes dans la rivière, qui embauchent des esclaves, ou en tout cas qui rendent des gens esclaves à l'autre bout du monde. Et ces entreprises-là, c'est celles qui font le plus de pognon, évidemment, puisqu'elles ne payent pas pour payer les gens décemment, pour ne pas polluer la rivière, etc. Et comme elles font le plus de pognon, elles dépensent des milliers en publicité, des milliards en neuromarketing, on en parlait, donc elles deviennent hégémoniques, ça devient les plus grosses, elles explosent tous les petits concurrents qui eux essayent de faire les choses bien, mais du coup ils font jamais autant d'argent qu'elles. Et comme elles deviennent hégémoniques et qu'elles dépensent des quantités faramineuses d'argent dans le neuromarketing qui est extrêmement puissant pour nous amener à penser qu'on a certains besoins alors qu'en fait on n'a jamais eu ces besoins, c'est un truc qu'on a construit dans notre tête, et ben on se retrouve à avoir des codes culturels, des codes sociétaux dominants qui nous font croire qu'on est fan de certains trucs ou qui rendent des trucs stylés. Tu vois, ça crée un peu le statu quo en mode aller manger chez McDo c'est stylé, avoir une Porsche c'est stylé, avoir une Rolex c'est stylé, etc. Mais en fait, souvent, ce qui est fou et ce qui est paradoxal, c'est que c'est les marques qui jouent le plus contre nous, qui vont le plus nous baiser à la fin parce qu'elles vont nous créer de l'obésité, de la malnutrition, du désespoir, etc. Des pesticides, des cancers, la totale, oui. Exactement. Mais en fait, c'est ces marques-là qui créent ce que nous, on valide, ce qu'on trouve stylé, tu vois. Et donc, c'est juste pour ça que c'est très difficile de se dire vous êtes marrants les gars, mais moi, j'ai quand même cet idéal-là de réussite. Mais en fait, c'est une construction, cet idéal de la réussite. Et tu vois, dans les voitures, il y a eu des études intéressantes là-dessus. Quand tu es tout bébé, on te met des petites voitures qui sont trop mignonnes, machin. C'est pas anecdotique. Ensuite, quand tu grandis un petit peu, les dessins animés, c'est Cars avec des belles voitures qui ont le sourire et tout, c'est pas anecdotique. Quand ensuite tu as 15 piges, on te met sur Netflix un super truc sur la Formule 1 qui est ultra bien fait, qui est hyper cool. En vrai, il est payé par l'industrie de l'automobile et c'est pas anecdotique. Et en fait, tout ça continue pour que, à la fin, toi, tu veuilles un truc, c'est avoir la plus belle voiture possible. Mais au fond, il y a des pays où ils n'ont pas été exposés à ces pubs et c'est ce que concluent les études. Et les mecs, quand tu leur dis est-ce que ça vous intéresse en leur montrant une Porsche, ils disent non, moi je m'en branle, je veux aller d'un point A à un point B. Et en fait, tu peux leur mettre un truc rouillé, ils s'en branlent. Et donc, il faut quand même se rendre compte que ce qu'on trouve cool, malheureusement, tout ce qu'on trouve cool, une grande partie, c'est acheté par des décennies de marketing et ça joue contre nous. J'arrive du coup à Team for the Planet. En gros, nous, on a constaté d'abord en tant que simple citoyen, quand on essayait d'agir, parce que comme tout le monde, on a pris conscience de l'ampleur du truc, enfin pas comme tout le monde, mais on a pris conscience de l'ampleur du truc il y a quelques années, de l'urgence climatique. On s'est dit, bah, on a vachement envie d'agir. Tu vois, moi je voyais ma montagne qui juste se faisait latter la gueule, plus de neige, tous les arbres qui crèvent et tout. Vraiment, hein, je vous invite à aller voir le scolyte par exemple, la pyrale du buis, ces invasifs qui sont en train de défigurer les montagnes. Tu peux pas ne pas le voir en fait quand tu es en montagne, le dérèglement climatique. Et donc en prenant conscience de ça, bah, comme tout le monde, je me suis dit bah vas-y, je vais changer un peu ma vie, je vais essayer de faire mieux, tu vois. Je vais me déplacer autrement, manger autrement, etc. J'ai commencé à faire ça, mais comme je venais du monde de l'entrepreneuriat, en parallèle, je voyais que les structures profondes du monde dans lequel on vit, non seulement elles ne changeaient pas, mais en plus elles dégageaient des quantités toujours plus astronomiques de thunes pour en permanence nous ramener en fait et faire en sorte que nos comportements retombent dans des trucs qui sont prédateurs. Et je me suis dit, mais en fait, si on ne travaille pas à changer les entreprises, on ne changera jamais le monde. Parce que tant que ces mecs évoluent avec zéro règle et qu'ils peuvent faire n'importe quoi et amplifier ça à coups de milliards, bah nous, on aura beau faire plein de trucs, il faut les faire. Hein. C'est super bien parce que ne serait-ce que pour être justement plus heureux, ça apporte beaucoup de choses d'être capable de changer son comportement. Mais on n'arrivera pas à faire la transition. Et donc nous, on s'est dit, bah, comment on peut jouer sur le terrain de l'entreprise? Et là, on a rencontré plein de grands scientifiques qui nous ont dit, bah, écoutez, si vous arrivez à penser, notamment Jean Jouzel qui nous a parrainé dès le départ, ils nous ont dit, si vous arrivez à penser un modèle d'entreprise qui ne retombe pas dans les travers du business as usual, et on ouvrira cette porte si tu veux, mais en gros, les règles du jeu du monde de l'entreprise qui aujourd'hui font que les entreprises par nature deviennent prédatrices et niquent tout, et ben, si vous arrivez à faire un modèle d'entreprise qui n'est pas pensé là-dedans, vous pouvez faire un truc très utile, c'est aider des initiatives scientifiques qui ont un très gros potentiel pour nous aider à décarboner des pans entier de l'économie dans laquelle on est, les transports justement, le bâtiment, l'industrie, etc. Et ces innovations, ces initiatives, elles sont déjà toutes là. En fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a déjà plein de chercheurs qui bossent là-dessus, qui ont déjà mis au point des trucs très intéressants, mais c'est un peu comme le GIEC. Le GIEC, il est très fort pour faire des recherches, mais quand il s'agit de communiquer, c'est la guerre, quoi. Enfin, je veux dire, personne lit les rapports du GIEC, c'est l'enfer. Ben là, c'est la même chose, tu as des trucs incroyables, qui ont un vrai gros pouvoir transformatif pour nous aider à décarboner nos sociétés, qui sont déjà là, mais comme les chercheurs ne sont pas des entrepreneurs et qui ne vont pas le devenir, parce que ce n'est pas leur métier en fait de trouver un modèle économique viable, d'en faire une vraie boîte, de recruter des gens, tu vois, on en parlait en off, c'est dur de recruter des gens, de manager des gens, etc. Tu vois, trouver des clients, etc. En fait, ces initiatives, elles ne se déploient pas.
Et le monde économique traditionnel ne les finance pas parce que c'est pas des machines à cash. C'est pas des trucs qui vont te permettre de revendre la boîte dans 5 ans, de faire un multiple x 10 et de contenter tes actionnaires, etc. C'est un monde compliqué, le monde du business, mais en gros aujourd'hui, le monde du business est arrivé à des tels standards, des telles exigences économiques que ces initiatives-là, même si elles sont cruciales pour la transition écologique, il ne va pas les financer, elles ne rentreront même pas dans ses radars parce qu'il faut que lui il mise sur des machines à cash. Et donc Team for the Planet, on s'est dit, c'est fou, nous on connaît des super entrepreneurs qui ont monté des boîtes énormes, qui savent parfaitement prendre un truc et le déployer à grande échelle. Et ces gens-là, il y en a une bonne partie qui cherchent justement comment mettre leurs compétences entrepreneuriales au service de l'urgence climatique. Donc on va faire le Tinder du climat. On va aller chercher d'un côté ces innovateurs, en gros le Steve Wozniak qui a fait un truc vraiment cool, qui a un gros potentiel, et de l'autre côté le Steve Jobs qui lui est capable de déployer ce truc. Et on les met ensemble et en gros on permet à ces initiatives de se déployer sous la forme d'une entreprise. Et ça, on le fait pas tout seul avec nos petits bras, on le fait tous ensemble parce que l'idée, c'est que chacun peut participer à partir d'1 €, ça prend 2 minutes et ça lui permet d'avoir de l'impact à une échelle structurante puisque là, ces initiatives, elles permettent de transformer en fait le monde dans lequel on vit pour le décarboner et de changer des trucs qu'on ne peut pas changer tout seul. Et donc, tous ensemble, on fait une grande tirelire collective qui permet de financer cette connexion entre un innovateur et un entrepreneur. Ça finance ça pour que ça puisse se déployer parce qu'il y a toujours besoin d'argent pour créer des équipes, pour faire grandir. Et surtout, et c'est ce qu'on se disait au début, nous on s'est rendu compte que la méga puissance du truc, c'est le collectif parce qu'aujourd'hui on a 125 000 personnes qui ont investi de l'argent. On est le plus gros crowdfunding en Europe, donc c'est ultra puissant d'avoir 125 000 personnes impliquées. Et ces gens-là, c'est pas un don qu'ils font. C'est vraiment, ils mettent de l'argent, mais ils sont copropriétaires, ils font partie du projet. Et donc ils nous aident, ils sont ambassadeurs s'ils le souhaitent. Et donc en fait, pour trouver des initiatives partout dans le monde, c'est ultra puissant. On en a reçu près de 2000 grâce aux gens. Pour les sélectionner, c'est ultra puissant parce qu'on a 9000 personnes qu'on a formées qui sont évaluateurs sur une plateforme en ligne. 9000 personnes qui sont évaluateurs de tout ce qui arrive, c'est immense. Exactement. Ah ouais. Ils nous aident à présélectionner les meilleurs dossiers. Après, on a un comité scientifique, etc. Mais par contre, dans un premier temps, les avoir, c'est surpuissant. Et puis une fois qu'on a créé la boîte, en fait, pour trouver des clients, c'est méga rapide. Pour recruter des talents, c'est méga rapide. Pour obtenir des rendez-vous avec des politiques ou quoi, il y a toujours un de nos associés qui connaît, qui machin et trucs. Et en fait, si tu veux, c'est une grande équipe d'Avengers qui vient sur un projet qui est ultra bien pour le climat, qui n'est pas forcément une machine à cash et donc qui n'est pas financé jusqu'à maintenant et qui lui donne tout ce dont il a besoin pour devenir un vrai truc transformateur qui peut nous aider, quoi. Quelles sont les idées un petit peu comme ça qui sont arrivées, sur lesquelles vous dites tiens ça va passer tel comité et qu'on peut s'attendre pas forcément que ce soit déployé tout de suite parce que ça se fait pas en claquant des doigts, surtout que vous n'êtes pas Google. Non. Voilà. Et vous n'êtes pas Samsung. Et je précise parce que j'ai bossé pour Samsung en tant qu'influenceur à une époque. J'organisais plein d'événements avec des influenceurs. Honte à moi, c'était avant ces claques et avant limite forcément. Qui me disaient que chaque année, ils investissaient des millions et des centaines de millions dans recherche et développement. Et que chaque année, il y avait 90 000 concepts, 90 000 concepts si vous préférez, donc jusqu'à 100 000 concepts, qui étaient déployés, développés, mais qui ne verraient peut-être jamais le jour, et donc c'est parfois de la gabegie. Alors que vous, vous devez miser sur la transformation, sur la transition, vous devez miser sur la métamorphose de nos sociétés. Et donc aussi, il y a des essais-erreurs, c'est inévitable. Si déjà dans le business as usual, il y a plein d'essais-erreurs et tu as une innovation qui sort du lot et qui commence à se déployer dans les smartphones sur des tonnes, comme je vous ai dit, là c'est encore pire. Mais qu'est-ce qu'il y a déjà comme petits projets ou sympathiques projets qui sont là? En fait, il y a pas mal de trucs. On a déjà investi plus de 30 millions dans 14 premiers projets, donc c'est assez chouette. Tu vois, on a quand même fait une belle preuve de concept. Le business as usual, en fait, qui lui fait plein d'essais-erreurs, lui il cherche la licorne, il cherche le truc qui va faire du cash à mort. Et qui va ramener et qui va rapporter le bénéfice à toutes les pertes qu'il y a eu sur le côté, quoi. C'est ça. Et donc nous, on n'est pas du tout là-dedans, parce que nous, ce qu'on veut, c'est ce qui est crucial pour faire la transition écologique. Voilà, c'est ça notre seul truc, c'est est-ce que c'est crucial pour la transition écologique? Le business as usual, il va laisser tomber des trucs qui marchent, qui sont utiles, mais c'est pas assez rentable. Et donc, c'est pas du tout la même mécanique de plein de tests et puis on balance plein de trucs à la poubelle. Là, vraiment, nous, on a des choses qui nous arrivent et qui ont un très gros potentiel. Ça, c'est avéré parce que notre comité scientifique le valide. Donc, à partir du moment où il y a un très gros potentiel, il faut que ça puisse se déployer. Et on met 2 trucs en place pour ça. Bon, déjà, je te donne un exemple ou 2 parce que ça permettra d'imager. Par exemple, Coolroof. Ces mecs, ils peignent les toits en blanc. Alors ça peut paraître, tu te dis, qu'est-ce que ça va faire ça? Non, je vois très bien. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a un truc qui s'appelle l'effet albédo. Alors ça ne se fume pas, hein. C'est juste un concept qui permet de dire que quand une surface est blanche,
en fait, elle renvoie les rayons du soleil et donc elle ne chauffe pas. C'est comme quand vous avez un t-shirt blanc en été, alors que si vous avez un t-shirt noir, vous crevez de chaud parce que ça absorbe les surfaces sombres. Et donc là, l'idée, c'est de dire qu'en peignant des toits en blanc, on fait baisser la température du toit, mais donc du bâtiment à l'intérieur. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que Cool Roof, c'est une peinture alors à base de coquilles d'huîtres qui permet de renvoyer 95% du rayonnement solaire et ça fait baisser de 7 à 8 degrés la température dans les bâtiments. Et là où ça a un impact En dingue. canicule, c'est incroyable, c'est génial. Alors c'est génial pour le confort, mais surtout ce qui est monstrueux, c'est l'impact sur le CO2 parce qu'en fait, on ne le sait pas, mais la climatisation, qu'on met donc à bloc en général, là on fait baisser en moyenne de 40% la clim dans les bâtiments et la clim, c'est 10% de la consommation électrique mondiale. Donc juste la clim, 10% de toute l'électricité dans le monde, c'est juste la clim. Et en plus, les clims utilisent des gaz fluorés. C'est des gaz qui en gros sont 3000 fois plus réchauffants en moyenne que le CO2. Donc c'est hardcore pour le climat. En gros, si on te donne un ordre de grandeur, les gaz fluorés tout seuls, c'est l'équivalent du secteur de l'aviation en termes de réchauffement climatique produit. Donc on a besoin de travailler là-dessus. Et là, ce qui est génial, c'est que tu peins le toit en blanc, 40% de clim en moins. Les gens n'ont pas eu besoin de comprendre pourquoi la clim ça pollue, de se dire tout ce qu'on vient de se dire. Juste déjà, tu baisses de 40% la clim. Ouais. Et puis ils sont contents, ça leur coûte moins cher en électricité. Ça leur coûte en plus moins cher. C'est ça qui est fou. C'est qu'en plus, ça peut être viable économiquement. Après, tu as des solutions qui sont un peu plus techniques, entre guillemets. Mais nous, on est beaucoup sur les low-tech. Et je pense par exemple à Beyond the Sea. Là, eux, c'est Yves Parlier, c'est un navigateur du Vendée Globe. Il a un film qui va sortir sur lui bientôt sur Netflix, voilà, pour info. Et ce mec-là connaît très bien les vents, du coup, puisqu'il a travaillé dans les vents et il a navigué avec les vents toute sa carrière. Et il s'est rendu compte que si on voulait décarboner la marine marchande, ça c'est un énorme sujet. Donc tous les bateaux dans le monde, la marine marchande c'est 100 000 bateaux. Et aujourd'hui, si c'était un pays, juste ces 100 000 bateaux, ce serait le 6e plus gros pollueur du monde. Donc c'est colossal les émissions de gaz à effet de serre des bateaux. On ne le sait pas, tu vois, on ne voit pas ça au quotidien quand on est citoyen, mais tous nos trucs qui transitent par des tankers et des machins, c'est monstrueux. Et donc le problème… Non, pas ça. Pas ça non plus, et pas ça non plus. Mais ouais, ça oui. Ah bah ça oui, c'est sûr, et ça peut même être dans un avion ça. Mais le truc c'est que ce qu'on ne voit pas, c'est donc que ça pollue à mort, mais surtout que aujourd'hui, si on devait décarboner ces bateaux, on n'a pas vraiment de solution. Si on refaisait des bateaux à voile, comme c'était le cas avant, en fait, on passerait complètement à côté de ce qu'on a appris ces dernières décennies sur les vents, parce qu'en fait, les vents sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus constants en haute altitude. Et donc lui, ce qu'il s'est dit, c'est faut aller chercher ces vents en hauteur. Donc en gros, il a fait un espèce de concept de cerf-volant géant. Non vraiment, c'est vraiment, j'ai dit ça pour déconner. Alors on va le vulgariser, mais alors vraiment à l'extrême, mais en gros, c'est déployé, donc ça pousse par air comprimé une voile, comme une voile de kitesurf ou un grand cerf-volant. Ça le monte tout de suite en haute altitude, ça va chercher des bonnes altitudes, plusieurs centaines de mètres. Ça va chercher des vents donc très puissants, ça fait des 8, c'est piloté par un logiciel intelligent, voilà, mais c'est juste une voile finalement, et ça réduit de 20% la consommation de carburant du navire. Ça, tu vois, quand on est allé les chercher, c'était un ingénieur qui avait réfléchi son truc, mais que ça n'existait pas dans la vraie vie. C'était vraiment un truc, il avait fait un test avec une voile de 9 mètres carrés sur une plage, on n'y était pas quoi. Et par contre, il avait fait des vraies modélisations des vents par informatique hyper pertinentes. Il savait qu'il pouvait réduire de 20-30% la consommation des navires. Mais il fallait passer en pratique. Et on a recruté Marc Thiépon, qui est un super entrepreneur qui vient du monde de la marine marchande, donc justement de tous ces gens qui font des bateaux, qui les font commercer. Et lui est arrivé, il a dit moi je vais mettre ça en pratique. Et dans 6 mois, il y a un bateau à l'eau avec un démonstrateur et il coulera dans le port s'il faut, mais on y va. Et c'est ça la force des entrepreneurs, c'est qu'ils passent le truc dans le concret. Et donc très vite, il y a eu un bateau de 25 mètres, avec une voile de 25 mètres carrés, un bateau démonstrateur. Ça a fonctionné avec 25 mètres carrés, puis 50 mètres carrés, maintenant c'est 100 mètres carrés, maintenant c'est commercialisé sur des premiers bateaux. Là, ils viennent de signer 2 partenariats de co-construction avec des grands armateurs, donc ceux qui commercialisent les très gros bateaux, les tankers de 400 mètres de long, pour pouvoir co-construire avec eux et équiper avec des voiles de 400 mètres carrés pour baisser la consommation des navires. Et là, je précise, il faut avoir en tête, ce milieu de la marine marchande ne va pas pouvoir s'en servir pour dire « cool, on fait encore plus de bateaux, on travaille encore plus de merde ». L'effet rebond. Voilà, le fameux effet rebond. En fait, c'est pas possible parce qu'ils sont contraints par les lois et c'est ça qui est assez génial. Quand la loi prend en tenaille et que toi t'amènes aussi ce genre d'initiative, tu arrives à faire baisser un secteur. Et là, la loi leur dit, en gros, c'est comme les frigos. Maintenant, tu as des classes A, B, C, D, E, etc. sur les bateaux. Plus ils polluent, moins il peut sortir du port. Et déjà, dès cette année, les bateaux qui, en gros, je sais pas si c'est G, mais en gros qui polluent à mort, peuvent plus sortir des ports. Donc non seulement ils vont pas pouvoir augmenter le nombre de bateaux, mais en plus il faut qu'ils trouvent des solutions pour les bateaux qui sont là, sinon ils vont devoir réduire le nombre de bateaux. Et donc c'est le genre de combo qui est intéressant, tu vois. C'est incroyable. Mais c'est génial ce concept de d'accord, ok, on a vulgarisé, mais de cerf-volant.
J'invite à regarder les gens sur Beyond aussi, c'est assez ouf. Hein, on peut même j'ai pas encore été voir, mais ouais, en live, je te balancerai des vidéos si jamais tu peux les afficher pendant qu'on parle là. Clairement, non, on va le faire parce que je trouve ça hallucinant. Ça permet de bien comprendre, tu vois. Mais même Cool Roof, il y a eu des très belles émissions sur Brut ou quoi. Tu comprends vraiment la puissance du truc. Quoi. Et tu vois, Cool Roof, j'y ai pensé parce que comme tu étais parti sur les voiles, je voulais pas forcément revenir dessus, mais je me suis dit, mais ça en banlieue. C'est génial, c'est sur les zones surbétonnées qui sont les plus chaudes de France quand il y a des périodes de canicule. Mais tu te dis, mais ok, mais si tu peins effectivement le parking, d'accord, il y a des voitures qui vont aller dessus. Il ne faut pas peindre les parkings, attention, c'est pas pareil, c'est que les toits. C'est que les toits, c'est pas la même chose. Exactement, mais si tu peins un maximum de toits, et puis même qu'à un moment donné, peut-être que tu te débrouilles alors ça fait beaucoup de peinture à base de coquillettes ou de coquillages, je ne sais pas très bien comment vous procédez, mais le faire au de déchets de coquilles d'huîtres, on ne va pas pêcher des huîtres vivantes pour faire les coquilles, hein. On récupère que les déchets de la restauration, mais on ne se rend pas compte, dans la restauration c'est des milliers de tonnes de coquilles d'huîtres balancées, donc là on utilise l'acre qui est le truc très blanc qu'on voit dans la coquille. Voilà, mais c'est génial effectivement de jouer sur cet aspect-là. Moi il y a quelque chose que je me demande par rapport à Team Force the Planet, comment ça se passe? Est-ce que vous avez discuté avec des hauts fonctionnaires? Oui. Est-ce que vous avez discuté avec des gros élus qui sont plutôt dans le business as usual? Oui. Comment ça se passe, les conversations avec eux? Et je ne parle pas d'institutions comme l'ADEME qui sont d'ailleurs en plus des bâtons dans les roues qui leur tombent dessus maintenant. Ça a été lancé. L'Agence pour la transition écologique. Ils ont difficile. Alors, s'ils voient cette vidéo, vraiment, force à vous, on vous soutient, hein, c'est clair. Courage. Mais quand tu discutes avec d'autres hauts fonctionnaires élus, business as usual, comment ça se passe les conversations? Là, on va rentrer dans le truc qu'on a découvert avec Team for the Planet, parce que cet aspect aider des initiatives à percer, c'est pas vraiment le truc de Team for the Planet. En fait, ça c'est ce qu'on fait, mais le vrai truc de Team for the Planet, c'est ce qu'on est. Et quand je disais tout à l'heure qu'on voulait pas retomber dans le business as usual, parce que même si on fait un truc bien, si tu le fais dans les règles du jeu du business as usual, ce qui a été démontré par plein d'économistes, tu vois, il y a vraiment plein de gens, mais pas que des économistes, des entrepreneurs, des penseurs, c'est qu'au bout d'une certaine taille, le fait de rester dans les règles du business as usual, ça fait que tu vas produire plus d'externalités négatives sur le monde que les trucs positifs que tu fais en essayant de développer une entreprise utile. Et donc, juste les règles du jeu nous ramènent tout le temps à « faut faire plus de pognon le plus vite possible pour enrichir des actionnaires ». Sauf que quand tu fais ça… Je peux envoyer cette partie de vidéo à tellement d'entreprises green. Oui, vas-y, continue. Mais le problème, c'est que quand tu veux faire ça et que tu te retrouves du coup avec plein d'actionnaires qui, eux, ne voient plus trop ce que produit leur argent dans la réalité parce qu'en fait, ils en sont loin, ils s'en foutent, ils votent dans des trucs. Parfois, il y a des intermédiaires qui gèrent leur argent, etc. À la fin, quand les gens ne votent qu'avec un seul indicateur qui est est-ce que je gagne plus de pognon, oui ou non, tu fais toujours de pire en pire. Parce que à la fin, pour reprendre l'exemple des produits dans la rivière, pour gagner plus de pognon, faut pas traiter les produits parce que ça coûte cher de traiter les produits. Pour gagner plus de pognon, si tu payes cher des gens que tu embauches correctement en France, c'est moins rentable que si tu vas embaucher des mecs au Burkina Faso ou je sais pas où et que c'est à moitié des esclaves. Et donc, ce qui est affreux, c'est que la systémique du monde de l'entreprise nous pousse à faire des trucs de plus en plus prédateurs, de plus en plus hardcore. Et même si ta boîte au début, tu t'es dit je vais faire un truc cool qui va aider des belles boîtes à devenir à décarboner et tout, à la fin, tu vas te faire baiser. Parce que ta boîte va devenir de plus en plus grosse et tant qu'elle reste dans ses règles du jeu, t'es mort. Et donc ça, c'est dur à vulgariser parce que les gens mettent pas trop les mains là-dedans. Mais nous, on s'est retrouvés dans ce monde, dans ce cambouis de l'économie business as usual qui ne veut pas changer grand-chose. Et toutes les discussions qu'on a, parce que nous, on a choisi un modèle différent. En gros, Team for the Planet, c'est avant tout une expérience de nouveaux modèles d'affaires parce que nos actionnaires, donc les gens qui mettent de l'argent chez nous, mais encore une fois, ils peuvent avoir mis 1 euro et ça peut être n'importe qui, ces gens-là, ils ne sont pas rémunérés financièrement. En gros, ils ne peuvent pas s'enrichir financièrement, ils s'enrichissent juste en dividendes climat. C'est un concept qu'on a créé et donc en gros, ça leur permet de savoir le nombre de tonnes de CO2 qui ont été évitées grâce à leur argent tous les ans. Mais donc, c'est des gens qui sont relativement bien éveillés sur ces questions-là, qui sont chez vous. Pas forcément tant. C'est vrai? En fait, c'est des gens qui se disent moi, j'ai envie que mon argent il soit utile. Quand je vais au musée, j'espère pas sortir du musée et que j'ai gagné de l'argent. Je sais que j'ai dépensé de l'argent pour faire un truc utile. En fait, quand je vais acheter mon pain, j'espère pas que ma baguette que j'ai achetée chez le boulanger, le boulanger, sa cote va augmenter parce que c'est un boulanger stylé et que je vais pouvoir revendre la baguette plus chère. Non, c'est juste que je trouve que ce qu'il fait est cool, j'ai envie de manger, j'achète une baguette. En fait, ça devrait rester comme ça, l'entreprise. Tu vois, tu as des employés qui vont mettre du temps pour contribuer à un truc utile et des actionnaires qui vont mettre de l'argent
pour acheter par procuration du temps qu'ils peuvent pas mettre parce que juste ils ont autre chose à faire. Mais normalement, les actionnaires ne sont pas censés dire je mets de l'argent et je veux que mon argent il me rapporte plus. Ils sont censés aider l'entreprise à faire un truc utile. C'est ça normalement l'entreprise. Mais juste on a été tellement englués dans le néolibéralisme, dans des décennies de ça, que maintenant les gens ils te disent ah non, investir c'est pour s'enrichir. Ah non, d'abord, investir, c'est pour faire un truc utile. Sinon, on est des écureuils entourés par les flammes qui continuent de faire une montagne de glands. Tu vois, ça n'a aucun sens. Mais complètement, ouais. Et donc, tout ça pour te dire qu'en gros, quand on discute avec des hauts fonctionnaires ou des gens qui ont du mal à sortir de cette matrice de non, l'investissement et l'entreprise, c'est je mets 1 euro dans une boîte, il doit sortir 1 euro et quelques, sinon c'est pas utile. En fait, ces gens-là, quand on leur parle de notre modèle, la plupart nous disent mais en fait, vous êtes des woke, vous êtes des fous furieux. Alors que c'est la base d'une entreprise. Bien sûr, il faut un modèle économique. Tu vois, on ne va pas sauver le monde avec des boîtes en faillite. Le but, c'est d'embaucher des gens, c'est d'aider à mettre la force de travail de l'humanité au service d'un autre projet de société. Le problème aujourd'hui qu'on a, c'est que tout le monde est payé par le monde d'hier. En gros, les boîtes les plus dévastatrices, c'est elles qui ont du pognon pour dire je vous paye, je vous fais travailler. Et la contrainte, quoi, de t'empêcher de sortir de là, quoi. Oui, et donc du coup, on ne va pas créer un nouveau projet de société. On va continuer de bâtir ce projet, ça ne va pas s'arrêter. Mais donc je vois où tu veux en venir. Tu veux proposer l'alternative qui fait que tout doucement et sûrement, il peut y avoir éventuellement des entreprises vertueuses. Mais il faut qu'on puisse proposer un modèle économique parce qu'on ne va pas sauver le monde encore une fois aussi avec quelques heures de bénévolat par-ci par-là. Les militants sont tous fatigués, épuisés parce qu'il n'y a pas de modèle économique. Et c'est ce qu'on appelle la grande démission, l'épidémie de flemme aux États-Unis. Les gens quittent leur job en disant je ne veux plus travailler pour niquer mon futur parce que tu travailles 100 000 heures dans une vie. Tu mets un réveil tous les matins, il y a des gens ils se tapent des bouchons et ils se disent là tous les jours je vais bosser pour niquer mon futur et celui de mes enfants. Ça n'a aucun sens. Donc il y a plein de gens qui sortent de ça. Sauf qu'ils se retrouvent dans un no man's land où on leur dit tu peux faire un peu de bénévolat, tu peux venir être activiste. Oui, mais à un moment, les gens, ils ont des vies stressantes, fatigantes, ils ont des enfants, ils ont des charges. Oui, ok, ils peuvent faire de l'activisme, mais il y a un moment, il faut qu'ils puissent être payés. Et donc, si tu veux, il faut qu'on construise une offre avec un modèle qui permet de rémunérer les gens pour qu'ils puissent aller travailler pour construire ce monde de demain. Donc, il nous faut des entreprises viables économiquement, mais à partir du moment où on sait à quoi sert cette viabilité économique. Il faut vraiment des mécènes et des investisseurs qui quand même se disent ok, qui sortent de ce schéma, de ce carcan mental du néolibéralisme de ok, je te mets 1 euro, je dois récupérer 1,50 €, 1,20 € quoi. Aidez-nous sur Tipeee d'ailleurs parce qu'on correspond à la situation en termes de fatigue militante sans budget. Mais voilà, comment quand tu discutes avec eux, est-ce qu'il y a une sorte, tu sais, de petite lumière qui peut jaillir en mode « Oui Arthur, vous avez raison, mais voilà, j'ai des supérieurs, j'ai des trucs, tu vois ». En fait, ce qui est super intéressant dans ce que tu dis, en fait, tous me disent « On sait, on ne pourra pas changer le monde sans changer l'entreprise ». Bon, ce qui est super dur, c'est que le grand public, les médias, ils parleront jamais de ça. Ils parleront jamais d'actionnaires, de dividendes, de standards de rendement. Enfin, tu vois, le problème du business as usual, c'est qu'il est protégé par sa complexité. Et du coup, le citoyen lambda, il se dit je vais faire mes petits gestes et tout, mais il ne se rend pas compte de la méga machine dans laquelle on est tous englués et bloqués. Et cette méga machine ne change pas. Et la raison pour laquelle ça ne change pas, c'est que donc tous ces gens me disent en vrai, vous avez raison. Il faut qu'on puisse accompagner des boîtes utiles d'abord et avant tout. Il faut qu'on investisse l'argent vers ce qui a de l'impact pour créer quelque chose de bien demain, pas vers les trucs juste les plus rentables parce que sinon on va continuer d'investir dans le pétrole. Mais ce qui est fou, c'est que les personnes morales, donc les institutions dans lesquelles ces gens travaillent ou qu'ils représentent, sont plus fortes que les personnes physiques. Donc en gros, les gens te disent vous avez raison, mais en vrai je ne peux pas parce que toutes les normes, toutes les règles, toutes les contraintes que j'ai signé pour représenter ne m'autorise pas à faire ça. Et donc ce qui est hyper dur, c'est qu'il faut réussir à faire évoluer le business as usual, notamment en mettant d'autres indicateurs, mais tu vois, tous en parlent, les Timothée Parik et autres, ils te disent, en gros, Timothée, j'aime bien son analogie, il dit on pilote un avion avec un bouton, c'est est-ce que c'est rentable? Oui, non. L'avion il va se cracher, hein. Moi je ne monte pas dans un avion, le pilote il pilote avec un bouton. Bon, si on peut éviter de monter dans l'avion, c'est encore mieux. Mais là l'idée c'est d'avoir d'autres boutons, genre est-ce que l'argent qu'on investit, il va servir à décarboner? Est-ce qu'il va régénérer la biodiversité? Est-ce qu'il va aider des jeunes à sortir des quartiers, à s'épanouir? Est-ce qu'il va aider des gens à trouver un emploi? Enfin, en fait, tu vois, l'argent, à la base, c'est un outil. C'est un outil qui doit servir des projets pour les humains. Et le problème des règles du business as usual, c'est que maintenant, c'est plus ça. C'est plus à quoi sert l'argent. C'est est-ce que l'argent fait de l'argent? Et en fait, on est devenu fou avec ça. On a tout financiarisé. C'est devenu une méga machine surpuissante. Et donc, les humains qui comprennent ça et qui sont très intelligents, hein, la plupart des gens avec qui je parle sont très intelligents, ils te disent ouais mais on ne peut pas casser ces règles.
Et donc la seule chance de casser ces règles, c'est de faire des exemples comme nous, de dire si regardez, on a 125 000 personnes, ils ont investi contre un dividende climat, donc des tonnes de CO2 évitées. Et ils l'ont fait. Et l'ADEME a investi 5 millions d'euros chez nous. Il n'y a pas de défiscalisation, c'est pas de la philanthropie, ils n'ont aucun moyen de gratter de l'argent. Juste, ils ont dit, nous, on veut que nos 5 millions d'euros, ils servent à décarboner le maximum. Et donc, juste pour répondre, parce que je t'ai dit, il y a deux choses tout à l'heure. Le deuxième truc qui fait que, et tu as raison, il y a plein d'initiatives qui ne réussissent pas à passer à l'échelle parce que pour plein de raisons, nous, les premiers, on va peut-être se rater sur certains trucs. Et nous, ce qui est bien, c'est qu'avec ce modèle où nos actionnaires, ils ne sont pas dans le « faut qu'on s'enrichisse un max », ils ne sont pas dans la compétition absolue où tu dois t'accaparer le truc et le garder bien pour toi parce que si ça perce, c'est toi qui vas faire un maximum de pognon. Nous, ils disent faut que ces initiatives elles puissent être partout dans le monde parce que si nous on rate, il faut que d'autres réussissent. Et c'est pour ça qu'on a créé une mécanique de licence libre. En gros, ça s'inspire de l'open source. Voilà, ouais. Et l'idée, c'est de dire toutes ces initiatives, ces innovations, nous, on les met gratos à disposition de n'importe qui partout dans le monde. Donc n'importe qui peut copier-coller. Vous n'avez pas de brevet, rien du tout. Il y a des brevets, mais en gros, nous, on crée une licence. On a le droit de ne pas distribuer la licence. Si par exemple, l'armée nord-coréenne nous demande l'accès, on peut dire on n'est pas trop chaud. Mais par contre, quand on distribue la licence, c'est gratos. La personne qui récupère la licence peut copier-coller l'innovation, la développer n'importe où dans le monde, gagner de l'argent grâce à ça. Mais par contre, en échange, il doit nous repartager son impact en tonnes de CO2 évitées pour que nous, on puisse dire à tous les gens qui ont mis de l'argent chez nous, regardez, on a évité X tonnes via nos boîtes et X tonnes via toutes les boîtes qui se sont créées à partir de nos boîtes. Et il doit nous repartager ses propres améliorations de l'innovation. Comme ça, tout le monde en profite. Et pas ses bénéfices, rien. Et non, pas ses bénéfices. Non. En gros, il se fait son activité commerciale, il embauche des gens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il peut permettre à des gens de travailler au monde de demain, mais par contre, nous, on ne va pas l'emmerder. Donc en gros, on utilise le brevet pour jouer contre le brevet, pour organiser la coopération. Et ça, c'est super important parce qu'en fait, ces innovations-là, il faut qu'elles réussissent. Peu importe si c'est nous qui les faisons réussir, il faut que quelqu'un les fasse réussir, tu vois. Et donc le but de Team for the Planet, c'est de dire, il y a ça, il faut qu'on l'aide à avancer ce truc, et il faut que si nous on rate, d'autres réussissent à notre place. Et c'est ça le modèle de la licence libre. Et donc n'importe quelle personne là qui vient de nous regarder, qui se dit, tiens, moi j'ai envie d'aider Team for the Planet, on va sur le site et n'importe quelle personne peut devenir actionnaire, c'est ça? Investisseur, c'est ça le terme? Ouais, le mot fait peur. En gros, on est obligé de prendre les termes du monde de l'entreprise. En gros, ça prend 2 minutes, vous remplissez un petit formulaire, vous faites avec votre CB un petit virement et vous êtes associé. Et donc, en gros, vous êtes copropriétaire, donc vous avez accès au plus haut niveau d'information. C'est important, hein. C'est une différence avec l'associatif où tu fais un don. Dans l'entrepreneuriat, quand tu es associé, quand tu as investi de l'argent, déjà, on ne peut pas te refuser l'accès aux informations. C'est pour ça que certains militants, par exemple, vont dans les AG de Total ou BNP. Même parce qu'ils ont une action. Donc, on n'a pas le droit de leur dire non. Ils rentrent, ils sont actionnaires, même avec 1 euro. Et on est obligé de répondre aux questions. Ça, c'est trop bien pour la transparence. Nous, quand ils nous posent des questions, les associés, on n'a pas le droit de ne pas répondre. Sinon, on peut être inculpé. On peut aller en prison. Donc ça, c'est génial pour la transparence. Et en plus, ils ont le plus haut niveau de prise de décision parce qu'ils votent pour dire ce qu'on fait de l'argent. Donc tout le monde peut venir et voter. On n'est pas obligé, hein, si tu veux juste mettre 1 euro et puis pas regarder, pas de problème. Mais si tu veux t'impliquer, tu peux. Et donc nous, tu vois, nos salaires sont capés à 4 fois le SMIC parce qu'on considère que ça suffit. Les comptes sont publiés sur notre site internet et tous les actionnaires, les 125 000, ont accès à tout en fait. L'avenir de l'entreprise, c'est parfait. En vrai, c'est très inspiré des scopes, etc. Mais on essaye d'être plus sur… Il faut transformer les entreprises parce que ce qu'on a constaté, plusieurs de mes associés ont monté des assos avant. Et en fait, si tu veux, ce qui nous faisait un peu chier, c'est que tu fais des trucs géniaux dans le monde associatif, mais très souvent, l'association, c'est elle qui va venir dénoncer le bordel que font les entreprises, ou nettoyer le bordel, genre ramasser les déchets sur une plage, big up à Clean My Calanque et autres. Mais l'entreprise, elle continue de faire du plastique. Et elle te dit, c'est bien les petits gars de l'association, venez ramasser, regardez, tout va bien, ils ramassent. Mais en fait, c'est pour ça, il faut qu'on agisse à la source. Et la source, c'est comment on transforme les entreprises. Comment on fait changer les modèles des entreprises. Parce que tant qu'elles continuent dans des modèles prédateurs, on pourra faire toutes les meilleures assos qu'on veut. On pourra mettre autant de militants, de bénévoles, de gens qui se butent. En fait, ces boîtes-là, elles ont même intérêt à ce qu'on fasse ça parce qu'on devient l'idiot utile, entre guillemets. C'est ça. Parce que c'est genre, non mais regardez, ça avance. Et puis pendant ce temps, le business as usual, il change rien. Donc il faut qu'on aille travailler là-dedans. Et c'est pas drôle, hein, franchement, c'est les mains dans le cambouis, le cambouis. C'est drôle, j'ai l'impression en écoutant que c'est comme si les ONG, les associations étaient des pansements sur un système malade. Complètement, ouais. Et donc en fait que WWF, Greenpeace, qui sont là depuis tellement longtemps et tellement d'autres, en fait, s'ils existent et s'ils font ce boulot-là, c'est parce que ça va pas. Alors qu'en fait, ça devrait être le contraire. Ça devrait effectivement s'intégrer dans un nouveau modèle de demain. Si Greenpeace et WWF disparaissent,
ou Oxfam, ça voudra dire que les entreprises auront pris le rôle des ONG. Oui. Et justement, est-ce que toi, tu es de ceux qui pensent qu'il est possible, vraiment, fondamentalement, de changer le système économique, de transformer, de métamorphoser de l'intérieur dans une situation où on n'a plus le temps? Je veux dire, on a quand même 9 limites sur la tête, 7 qui ont été dépassées, acidification des océans encore assez récemment. On a un vrai problème avec les pollutions, les polluants qui sont partout dans notre corps, les pesticides, c'est une dinguerie, les fondements de biodiversité. On n'a plus le temps pour ça. Je vais arriver un peu dans le dur de cet échange qu'on a toi et moi. Est-ce que tu penses que ça va fonctionner par le fait d'aller les transformer, de les inciter, ou non, désolé, il faut que ta meuf te quitte, Gaïa, t'envoie une bonne claque dans la gueule en mode « Ah, tu t'es foutu de ma gueule, vas-y, je me barre !» pour te réveiller, pour qu'on se réveille vraiment. Et ce qui veut dire, hashtag, excuse-moi des termes, 3e guerre mondiale, qui ne seront pas forcément des guerres mondiales. Hein. C'est parce que tu sais, on imagine toujours première, deuxième, et là on s'imagine 3e guerre mondiale. J'espère qu'au moment où cette vidéo sort, les choses ne se sont pas emballées. Mais plus de guerre idéologique, de ok, là maintenant on rentre vraiment dans une grosse confrontation entre un monde basé sur, entre guillemets, l'économie du donut, basé sur Team Force the Planet, basé sur le bonheur, ce qu'on s'est raconté au début, plutôt que sur la matérialité. Tu penses pas que c'est ça vraiment qui va nous faire passer de l'autre côté? Bah, en fait, et je ne sais pas si on gagnera cette bataille. Moi, je t'explique. Je fais une projection assez binaire. Veuillez m'en excuser. Et je vais essayer de faire une question courte. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette assertion. En tout cas, il que l'ancien monde riche et varié. Déjà, rien que ça mérite un like. J'espère. Que l'ancien monde rentre littéralement en guerre avec ce nouveau monde qui veut se construire, et c'est ce qui se passe. Il résiste, il veut pas. On est criminalisé, tout ce que tu veux. Et il absorbe, il transforme, il greenwash, dans tous les sens. Exactement. Mais qu'à un moment donné, la confrontation va être inévitable, et que si la confrontation existe, soit on gagne. Et on peut assurer un des meilleurs bonheurs possibles pour demain dans la durabilité, sur la longueur, en réapprenant pas mal de choses, parce qu'il va falloir réapprendre, ça c'est inévitable, ou soit en fait on perd tout. Parce que si l'autre monde gagne, en mode c'est bon, on passe à l'ultra méga giga libéralisme, on a battu tous ces écolos, bobos, gauchistes, wokistes, tout ce que tu veux, qu'au final il y aura toujours les limites planétaires qui vont nous ramener un petit peu. Donc soit on gagne, soit tout le monde perd, y compris eux. Ouais, mais en fait si tu veux, moi, je crois que c'est la plus grosse erreur qu'on fait, nous, les écolos. Moi, je ne m'appelle même pas écolo, tu vois. Pour moi, je suis juste un mec qui essaie d'être heureux, tu vois, et qui essaie de faire de son mieux. C'est justement que peut-être on est trop manichéen. Mais eux aussi, enfin, tu vois, il y a des camps et en fait, ça ne marche pas comme ça. On n'est pas dans Disney, il n'y a pas le bien et le mal. Et en fait, il va falloir qu'on comprenne ça, qu'on dépasse ces espèces de clivages binaires entre eux, c'est les méchants, nous, on est les gentils. Moi, il y a une expression que j'adore qui dit, d'un philosophe qui dit « Le mal, c'est celui qui pense être le bien et combattre le mal ». En fait, tout est dit. Quand tu arrives dans cette posture, nous sommes le peuple élu. Tu peux devenir le mal. Et donc, moi, ce que je pense qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est se parler. En fait, et oui, on va me dire, peut-être c'est naïf et tout. Moi, en fait, déjà, j'agis pas pour savoir si on va gagner. J'agis parce que c'est ce qui me permet d'être plus heureux, c'est ce qu'on disait. Mais surtout parce que je pense que c'est ce qui est juste. Mais pour autant, il faut être prêt à débattre, à écouter, à comprendre, à être en empathie. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tant les limites planétaires, parce qu'en fait, on ne réussira pas à résoudre les limites planétaires à cause de ma première inquiétude, qui est qu'on est polarisé comme jamais. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites justement par certains pour instrumentaliser les médias, pour faire en sorte que ça soit polarisé. Voilà, on est à l'Académie du climat, il y avait un événement sur les médias, c'était un des sujets. Mais je crois que rentrer dans cette thèse du « il y a les méchants, il y a les gentils », va faire qu'on ne va pas y arriver. Et donc, nous, le travail qu'on essaie de mener aussi avec Team for the Planet, c'est de parler à des gens qui n'ont pas nos opinions politiques, parce qu'en fait, c'est des humains, c'est des gens bien. Quand tu discutes avec eux, ce n'est pas des grands méchants qui veulent que tout brûle, ils ont juste leur expérience du monde, leur expérience de la vie de manière générale, et ils ont grandi dans un cadre qui n'est pas le même que moi, par exemple. Et donc forcément, ils ont un prisme de lecture différent, mais qui est intéressant. Et on a besoin de se parler. Et en fait, si on reste dans le c'est le Seigneur des Anneaux, il y a 2 collines, 2 armées, il n'en restera qu'un, malheureusement, on ne va pas réussir. Et donc moi, ce qui m'inquiète, c'est cette polarisation à l'extrême, c'est cette logique de il faut qu'on les combatte, il faut qu'on les vainque. Je comprends complètement qu'on puisse rentrer là-dedans, mais déjà moi je ne suis pas un être de colère, je ne suis pas un être comme ça, donc ça n'a aucun sens pour moi. Moi j'ai juste envie de parler, d'essayer de comprendre, de me mettre à la place, et je crois qu'on a absolument besoin de ça. Et donc ce qui est paradoxal selon moi, c'est qu'il va falloir
prendre le temps pour aller vite. En fait, on n'ira pas plus vite en pensant qu'on prend des raccourcis et on va combattre et on va vaincre. Je crois qu'on n'ira pas plus vite. En fait, oui, bien sûr, c'est la guerre des idées. Il faut qu'une idéologie gagne, tu vois. Il peut y avoir des idées horribles, effroyables. Je veux dire, je ne vais pas te raconter les moments les pires de l'histoire, mais il y a des idéologies qui, littéralement, s'ils peuvent faire en sorte qu'on me zigouille des gars qui me ressemblent dans la rue… Complètement, mais c'est d'actualité, malheureusement. C'est ça. Oui, mais je ne dis pas qu'il faut cautionner le fait qu'il y ait des gens qui pensent ça. Je ne veux pas qu'on croie que je suis en train de faire cet amalgame de l'enfer. Ce que je dis, c'est qu'on est des humains et il va falloir qu'on fasse société. Et donc, si on ne sait plus faire société, on ne réussira pas, quoi qu'il arrive. Si on est des petits clans qui ont des idéologies complètement différentes à droite à gauche, je ne vois pas la possibilité de faire advenir un avenir intéressant. Et donc, tu as raison. Ce qui est problématique et ce qui est difficile, c'est qu'il faut être vachement grand parce que tu as des idéologies horribles comme ça, nazis et autres, qui elles sont dans cette philosophie de « il faut qu'on gagne, on est le clan ». Et donc ça propulse un peu tout le monde dans cette même mécanique de « il faut qu'on gagne, on est le clan en face ». Mais malheureusement, je crois qu'il faut qu'on arrive à être plus grand que ça parce que je ne vois pas l'avenir radio autrement. Et donc, ce qui est dur, c'est qu'à mon avis, il va falloir qu'on crée justement une mécanique de société où on peut s'accepter, accepter nos différences, les comprendre, évoluer avec nos différences. C'est dur le sujet de dérèglement climatique, tout le monde n'en est pas au même point, tout le monde a des vies compliquées et donc il faut qu'on arrive à gagner du temps en se parlant, en étant dans la bienveillance. Je sais que c'est dur, on va me dire que je suis naïf, je connais 10 000 potes qui vont me dire « mec, t'es naïf de dire ça ». Mais en vrai, c'est ce qu'on voit avec Team for the Planet. On a rassemblé des gens qui sont chefs d'une entreprise et clairement qui doivent être à droite à fond et des mecs qui habitent en autarcie dans le Vercors. Et on arrive à faire travailler ces gens ensemble, à les faire s'entendre parce qu'on dépasse nos clivages partisans du fait qu'on a un horizon commun. Et je pense que c'est important, tu vois, de réussir à recréer ça. Parce que c'est ce qu'on se disait en off tout à l'heure. Tu vois plein de super projets hyper positifs où les gens finissent par tous se mettre sur la gueule parce que tu as des notions d'ego, parce que tu as des revanches personnelles qui prennent le dessus sur ce qu'on est censé faire ensemble, tu vois. Et je pense qu'il faut qu'on dépasse beaucoup de nos clivages aujourd'hui. Moi, je ne suis pas trop dans ce délire de il y a des camps, il y a des machins. Évidemment, tu as des idéologies racistes, tu vois, dans des partis politiques que je ne peux jamais cautionner. Mais pour autant, je pense que sur une grande partie du spectre politique, par exemple, eh ben, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble, quoi. C'est tellement inspirant. Enfin, écoute, venant de ta part, ça me touche. Non, si. Moi, j'ai peur malheureusement que la confrontation soit inévitable et ancrée un petit peu dans certains de nos comportements humains, tu vois. C'est possible. Oui, mais la question, c'est qui tu as envie d'être à la fin de ta vie. Avec ça, je suis totalement d'accord. Et ça demande de lutter beaucoup et de travailler beaucoup contre ces traumas. Parce que on sent que tu es quelqu'un qui, alors je peux me tromper, qui a fait ce travail sur lui-même, qui se remet en question. C'est difficile la remise en question, on ne l'apprend pas à l'école de se remettre en question. Penser contre soi, oui. Exactement, on est beaucoup dans on te fait de la violence, et ben ce processus tu le renvoies et tout ça. Les coupables sont d'anciennes victimes, Orelsan encore. Hein. Voilà, incroyable Orelsan. Hein, est très bon pour résumer beaucoup de choses de la société très compliquées à expliquer avec 2 phrases. Voilà, au fond je crois que la Terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Voilà. Être heureux simplement, voilà, encore une fois. Hein. Exactement. Il n'a pas dit tout ce qu'on veut c'est consommer un max et avoir empiler des iPhones. D'ailleurs, l'odeur de l'essence, un clip qui est sorti il y a quelques années, c'est le rapport Meadows. Hein. Je dis rien, voilà. Il est très bon, il a compris pas mal de choses. Écoutez, Rêve mieux, qui résume ce qu'on se disait au début. Oui. Rêve mieux que l'argent, mieux que le pouvoir. Il explique énormément de choses hyper intéressantes et il dit rêve d'être heureux. Voilà. Allez, je vous mets les liens en description et si j'ai oublié, écrivez-le moi en commentaire. Et de toute façon, vous avez Internet, vous pouvez trouver. C'est inspirant, pourquoi parce que effectivement, lorsque tu vois à quel point il y a un degré de violence, à quel point il commence à y avoir des choses qui se détricotent et qu'on renvoie la responsabilité sur certaines personnes, hein, pourquoi on a fait limite pour dire attention les gars, c'est pas aussi simple que ça. Ouais. C'est pas la faute des Arabes, c'est pas la faute des Renois, c'est pas la faute du blanc cisgenre hétéro. C'est plus complexe. Il y a une histoire qui est enclenchée. Il y a des choses qui sont en nous, il y a des choses qui sont culturelles, et on va essayer d'y voir plus clair. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que qu'on se mette d'accord ou qu'on se mette pas d'accord. J'utilise Gaïa pour expliquer voilà que quoi qu'il arrive, notre impact sur la planète Terre va tous nous mettre d'accord à un moment donné d'une façon ou d'une autre. Mais ce serait vachement relou qu'on se tape dessus pendant qu'elle est en train de nous mettre d'accord. Et ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'il y a une violence qui arrive, il y a tu sais, dans la volonté de survivre, de vivre, bah, tu peux avoir en fait aussi cette réaction, quoi. Je veux dire, moi, si un jour je croise Pouyanné, je sais pas si je vais être tendre avec lui.
Je sais Et pas. surtout s'ils t'envoient des flics pour te faire tabasser la gueule alors que tu essayais de passer un message. Je En comprends plus de ça. ça, et en plus j'ai le numéro de Patrick Pourrienne, il faudrait que je l'appelle une fois, un de ces quatre. En live. J'appellerai en live, on verra ça. Je dirais pas comment je l'ai eu, c'est secret défense. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a un schéma de croyance, il y a des schémas de croyance. Et ce qui est horrible, c'est que quand tu te mets à croire que la Terre est plate, et même si on t'apporte toutes les preuves au monde, on a compris que pourquoi des gens croient quelque chose et restent y croire, au-delà de toutes les raisons d'éducation, c'est aussi parce qu'ils rentrent dans des groupes et ça leur fait du bien. Bien sûr, on est un être social. Oui. Exactement. Et ce que tu as compris, je pense, avec Team Force the Planet, que beaucoup de gens ont compris, c'est sur quoi peut-être on devrait tous miser, éventuellement, c'est de miser sur ce qui nous rassemble et ce qui nous fait du bien en groupe. Bien sûr, oui. Et là, c'est la grande question. Toi, avec ce travail que tu fais sur toi, voilà, ici on tourne à Paris, mais tu viens des Alpes, hein, de Haute-Savoie, pardon. Ouais, c'est les Alpes. Voilà, c'est les Alpes. Oui, c'est pas comme si les Alpes étaient une région non plus. Toi, c'est via quelles sont pour toi les cartouches, les triggers, tu vois, qui tout de suite fait que ça fait sens pour un maximum de gens. Quels sont et c'est peut-être des conseils que je voudrais que tu puisses donner, puisqu'on arrive à la conclusion de cette vidéo, aux gens qui nous regardent, de se dire, ok, si vous devez fédérer, t'as fédéré. Ce que tu as fait avec Team Force the Planet, c'est très fort. Ce qu'on a fait tous ensemble grâce Oui, à ce qu'on a plein de gens. fait, pardon, tu es cofondateur, je l'avais bien précisé, c'est un travail d'équipe. Mais justement, peut-être que tu viens de donner un élément de réponse. Quelle est la meilleure méthodologie pour fédérer autour de quelque chose qui nous dépasse? Ben justement, essayer de projeter dans un avenir qui donne envie déjà, parce que tu vois, on se lève pas le matin pour éviter la catastrophe climatique. Enfin moi, je me lève parce que je veux aller vers mieux. Le truc, c'est que c'est un autre mieux. Donc il faut réussir à définir cet autre mieux. C'est pas le mieux avec les lunettes qu'on a où c'est des Ferrari et des Gucci, comme on disait tout à l'heure. Ça, finalement, c'est un mieux qui est commercial qu'on nous vend, qui est pas si ouf. C'est quelque chose que tu vois dans la rue. Le problème, c'est que c'est un mieux excuse-moi de t'interrompre, Ouais. que tu vois dans la rue. Oui, avec 3000 stimuli publicitaires par jour. Exactement. Bien sûr. Oui, mais on le sent, on l'expérience tous les jours, tous. C'est pas un mieux qui finalement nous fait du bien. Enfin, je veux dire, la comparaison sociale, on la voit sur les réseaux sociaux. Les jeunes, ils sont en dépression. Le nombre de suicides et tout, c'est lié aux réseaux sociaux. Mais c'est quoi? C'est l'ultra comparaison. Toujours devoir se comparer, toujours avoir l'impression qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas assez bien, qu'on est moins bien. Bah, c'est ces leviers-là qu'utilisent les pubs et qu'utilisent les marques qui nous vendent ces trucs pour dire tu seras mieux que. Et en fait, c'est une roue infinie. Et en face, il y a un autre mieux qu'il faut qu'on arrive à justement à mettre en valeur, mais qui n'est pas un mieux bling bling, et c'est tout le problème, qui est un mieux plus sobre, plus simple, mais par contre qui est un mieux profond et qui marche, et notamment qui est lié à la nature, à plein de choses. Et donc, moi, ce que j'essaye d'amener pour fédérer, c'est donc ce côté on peut créer un avenir dans lequel on a envie de vieillir. Et moi, j'ai envie de vieillir dans ce monde-là, vraiment le monde vers lequel on est obligé d'aller. Moi, il m'excite profondément. Donc ça fédère aussi. Le côté, j'accepte que tu n'es pas au même niveau d'avancement que moi. Enfin, moi, je veux dire, si au début de ma prise de conscience, les gens étaient venus me dire « mais espèce de gros connard, t'as vu, t'as rien compris, juste dégage en fait, t'es complètement à la masse », je me serais braqué. C'est comme un mec en voiture qui vient et qui te colle. Qu'est-ce que tu fais? Tu ralentis, tu n'accélères pas. Enfin, tu vois, ça marche pas. Donc, c'est exactement la même chose. Et je pense qu'il faut qu'on comprenne que on est des humains, on a besoin de bienveillance, on a besoin qu'on nous tende la main. Oui, il y a des mecs qui partent de très loin. Oui, il y a des mecs irrécupérables. Il y en a, bien sûr. Mais ce truc de « je vais affronter ces connards qui n'ont pas compris », bien sûr, il y a des gens sinistres qui entretiennent le modèle. C'est exception faite de ces gens, 99,9% des gens sont juste des gens bien, qui essayent de naviguer dans ces vies compliquées, de vaincre les complexités déjà d'un quotidien très stressant et pas simple. Et donc ces gens-là, bah, il faut essayer de leur donner envie en leur prenant la main amicalement, en leur disant « t'inquiète, il n'y a pas de problème que tu n'aies pas tout capté, c'est pas grave qu'on soit maladroit, on a tous un pied dans le vieux monde et un pied dans le nouveau monde, t'es peut-être pas au max, mais viens dans Team for the Planet ». Et en fait, nous, on se rend compte, et c'est assez fou, hein, il y a des gens qui sont rentrés dans Team for the Planet, ils n'avaient rien compris. Et ce qui est fou, c'est que cette espèce d'élan de bienveillance les a amenés à se documenter, à comprendre mieux. Et maintenant, ils reviennent et nous disent « les gars, vous n'êtes pas assez radicaux ». Mais mec, t'es arrivé là où t'en es parce que justement, on t'a tendu la main au début. Et je crois que c'est vraiment important ce côté-là. Et après, moi, j'invite juste la plupart des gens à passer du temps avec eux-mêmes aussi, à se demander ce qu'ils veulent vraiment dans la vie, ce qui est important pour eux. Et peu importe qu'on réussisse ou qu'on rate, en fait, en vérité, enfin, tu vois, ce qui compte, c'est est-ce que je fais ce qui me permet de me sentir profondément bien? Et ce qui est génial, c'est quand on se pose cette question, franchement, on ne va pas aller empiler des iPhones, encore une fois, tu vois. Et on va se rendre compte que on a des co-bénéfices sur le monde, mais ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. Et donc, vraiment, j'invite les gens à se demander et à se poser, en fait, qu'est-ce que je veux vraiment, quoi, tu vois, qu'est-ce qui me fait vraiment du bien? C'est quand la dernière fois que vous êtes senti vraiment vivant? Posez-vous cette question. Il y a eu des sondages comme ça qui ont été faits. 9 réponses sur 10 dans la nature. En fait, je pense qu'on a besoin de trucs très simples. Et là, tu vois, il y a une étude en Angleterre qui a été faite, là, 6 millions de livres ils ont dépensé pour voir quel était l'impact de la nature sur l'humain, mais vraiment un truc très très simple, hein, même un parc dans une ville. Et en fait, la conclusion de l'étude,
6 millions de livres dépensés, c'est il faut prescrire médicalement la nature. Et il y a des choses très simples comme ça qui ont l'air de rien, mais qu'on ne sait plus apprécier. On ne sait plus s'émerveiller juste d'un bel arbre, d'un oiseau. Tu vois, on est dans notre truc, on est dans les vitrines, on est dans le bling bling. Et ça nous rend non seulement malheureux, mais en plus, on passe à côté de toute la beauté que le monde nous offre gratuitement. C'est là, c'est gratos, quoi. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de dire aux gens, posez-vous les vraies questions de vos fondamentaux, parce que cette vie, elle va passer vite. On va vite être 6 pieds sous terre. Et en vrai, c'est dommage si on les a gaspillés à être l'esclave d'un modèle qui ne veut que nous presser comme des citrons pour qu'on alimente du PIB qui, à la fin, enrichit des types qui sont actionnaires, d'actionnaires, et qui s'en branlent, en fait, tu vois. Donc, je pense que si on doit traverser ces vies avec une question, c'est de quoi j'ai vraiment besoin et qui je veux vraiment être, quoi. C'était incroyable. Waouh. Écoute, non, merci à toi aussi. J'ai pas les mots. Enfin, si j'ai les mots, je voulais te remercier déjà parce que le timing fait que nous sommes déjà à 1 heure de tournage. Okay. Que pour moi, tu as fait la meilleure conclusion. Mais peut-être que ce n'est pas la conclusion que tu envisageais. Donc, je voudrais te demander si tu as des conseils à donner aux gens, si tu as éventuellement des lectures, des vidéos à conseiller aux gens. Et puis, pour aller sur Team Force the Planet, nous, on vous mettra les liens forcément en description. J'ai essayé de résumer cette pensée-là du mieux que je peux en m'appuyant sur plein de discussions, plein de gens très brillants que j'ai eu la chance de côtoyer dans le livre que je sors actuellement. Donc, en conseil de lecture, je serais content si les gens pouvaient essayer. J'ai essayé de faire un truc justement qui soit pas un truc d'entre-soi destiné aux gens qui sont des experts de l'écologie. J'ai vraiment essayé de faire un truc où n'importe qui peut le lire facilement et se dire ouais en fait j'ai des leviers pour aller vers un avenir qui me semble meilleur sans que ça soit pénible, sans que ça soit une cascade de contraintes. Ça s'appelle le meilleur est avenir en un mot. Après en termes de conseils, je pense que chacun trouvera sa façon à lui. Tu vois, moi je veux pas tomber dans le truc où tu es un gourou qui dit les gars il faut faire ça, parce que déjà ça je trouve c'est le mauvais pas. Mais je pense que vraiment passer du temps dans la nature, essayer de passer du temps avec vous-même, essayer de couper un peu les écrans, parce qu'en fait on n'a plus accès à notre propre attention, on n'est plus maître de notre temps, c'est ça le problème aujourd'hui. Je pense que reprendre du temps pour soi-même c'est de la résistance, sortir des écrans, passer du temps avec soi-même dans la nature ça peut être dur, ça peut même faire peur tellement on est drogué et habitué. Mais en fait, c'est le principe. Un drogué, quand tu le sors de sa drogue, il est violent, il veut y retourner. Mais quand il a fini par être sevré après quelques temps, il te dit « mais merci, tu m'as sauvé la vie ». Et on est tous dans cette mécanique aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à sortir de nos drogues. Et je pense que ça nous fera énormément de bien. Donc, repasser du temps avec soi-même, s'affronter, se connaître, c'est le plus gros sujet. Et si j'avais un conseil à donner aux gens, c'est passer du temps avec vous-même. Pour ça, prenez du temps dans la nature, même si vous êtes dans une ville, dans un quartier, dans un endroit compliqué. Il y a des parcs, il y a des petits endroits où on peut aller en général. Ça a l'air de rien, mais en fait, ça peut nous apporter beaucoup, on ne s'en rend pas compte. Prenez du temps seul avec vous-même, lâchez un peu le tel. En vrai, on en a trop besoin, quoi. Arthur, check mon gars. Vince, merci pour l'invite. Avec plaisir. Waouh, dites-nous en commentaire. Là, il va falloir vous lâcher complètement sur tout ce qui a été raconté aujourd'hui et surtout l'intégrer, c'est très important. Likez, commentez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à ceux que vous estimez qui en auraient peut-être éventuellement besoin et à très bientôt sur les mythes. Ciao tout le monde.